Bon après-midi, mesdames et messieurs. Alors, nous poursuivons notre atelier avec un énoncé que nous avons laissé en suspens avec deux personnes qui voulaient intervenir. Je vous rappelle que l'énoncé se lit comme suit. En tant qu'acheteur public, l'État québécois, entre parenthèses, tous les organismes publics et parapublics, ferme la parenthèse, a un devoir d'exemplarité. Il y avait deux personnes qui voulaient prendre la parole. Madame Amélie Côté en premier. Madame Côté. Bonjour, bon après-midi. Je voulais revenir sur l'intervention qui a été faite par Madame Gauthier sur le fait de calculer les coûts en fin de vie pour souligner le fait que, d'une part, l'augmentation des coûts d'élimination peut être un incitatif intéressant pour encourager finalement le recours à d'autres alternatives, puis de développer le volet réduction à la source, réemploi. Puis au niveau des critères d'acquisition gouvernementaux, le fait d'intégrer la durabilité, la réparabilité, mais aussi d'avoir les ressources en place pour la réparation, parce qu'on sait que ça prend une expertise qui est différente, aussi des processus qui sont parfois un peu plus complexes que l'acquisition de nouveaux matériels. Puis, on peut avoir tendance aussi à l'arrivée de nouvelles employés, d'avoir l'achat systématique de certains biens. Je pense à des téléphones cellulaires, par exemple. Donc, ça peut être un aspect à remettre en question pour voir si, par exemple, au niveau du matériel informatique, ce qui est proposé correspond réellement aux besoins. On a eu, en fait, un enjeu qui n'a pas été encore abordé, c'est celui du gaspillage alimentaire, donc au niveau du potentiel d'exemplarité gouvernementale. S'il y avait, par exemple, une offre, au niveau de l'offre alimentaire dans les institutions, un travail spécifique qui était fait pour réduire le gaspillage alimentaire, ça pourrait être pertinent. On sait qu'il y a encore une très grosse partie des matières organiques qui sont envoyées à l'élimination, mais au niveau de la réduction à la source, le gaspillage est vraiment une solution pertinente. Puis j'aimerais revenir aussi sur la question des masques et des équipements de protection individuelle. Donc, je crois qu'il y a une opportunité intéressante au niveau du gouvernement de développer des alternatives réutilisables, notamment, il y a eu beaucoup de financement pour le recyclage des masques à coût très élevé, notamment dans les institutions scolaires. Puis, on a vu que c'était difficile pour certaines alternatives réutilisables. Je pense au masque N99 qui a été développé par des Québécois et Québécoises. Puis, ça a été vraiment suite à la pression populaire puis d'une sortie médiatique qu'on a pu accélérer finalement le processus de certification. Excusez-moi, madame. Oui. Madame, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec votre micro. Il a grinché. Je n'ai pas saisi la fin. Donc, vous avez dit c'était très bien. Il y avait des N99. Allez-y. Il n'avait pas été certifié, en fait. Donc, ça a pris finalement une certaine pression pour accélérer ces processus-là. Puis, il y aurait avantage à ce qu'on retrouve davantage de proactivité à ce niveau-là, notamment en développant au niveau de l'économie et de l'innovation une norme pour la production de masques réutilisables, un processus de certification, par exemple. Donc ça, c'est un des exemples de l'usage unique, mais c'est pour dire que, en fait, en ce sens-là, on a vraiment, encore une fois, mis le recyclage comme la première alternative, puis on n'a pas suffisamment cherché ce qui pouvait être développé au niveau du réutilisable. Donc, il y a plusieurs opportunités à ce niveau-là qui pourrait être saisi en termes d'exemplarité gouvernementale. Merci, Madame Côté. J'appelle maintenant Madame Carole Villeneuve et je profite de l'occasion pour dire que mon collègue et moi, nous avons beaucoup apprécié les propos et les échanges que nous avons entendus ce matin et nous souhaiterions que cet après-midi offre également une occasion dont il faut profiter pour les personnes qui ne sont pas les organismes et les personnes qui ne sont pas encore intervenues pour intervenir et donner leur point de vue. Donc, Madame Villeneuve. Oui, bonjour. Donc, en réponse à la question sur le devoir d'exemplarité, bien évidemment, on pourrait bien croire que oui, le gouvernement se doit d'avoir ce devoir d'exemplarité. Toutefois, on peut constater évidemment qu'il agit depuis très longtemps dans un cadre plutôt restreint. Moi, je vous dirais que j'ai assisté à la naissance de la marge préférentielle à la suite de l'adoption de la loi sur le développement durable du Québec. J'ai œuvré dans des sociétés d'État où
parmi lesquels on était parmi les premiers à utiliser cette marge. Mais évidemment, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés ce matin. Puis, dans le fond, mon point fait suite aussi à celui de Colline Desquiterre et aussi de Mme Gauthier d'Enjeu et évidemment d'Amélie. En fait, ce qu'on constate dans les organisations, pour être exemplaire, ça demande des connaissances. Ce point-là a été relevé par plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, évidemment, ça prend des gestionnaires qui vont comprendre ces approches et ces nouveaux cadres réglementaires ou les nouvelles pratiques que le Québec souhaite instaurer. À cela s'ajoutent évidemment des conseillers en approvisionnement qui ont souvent peu de connaissances, qui n'ont pas été nécessairement accompagnés, je vous dirais, dûment pour pouvoir travailler en amont et réagir en amont de ces processus-là d'acquisition éco-responsable. Donc, ce qu'on constate, c'est que lorsque ces connaissances-là ne sont pas au rendez-vous, mais évidemment, dans les devis, les critères que l'on pose, finalement, que l'on établit, ne peuvent générer beaucoup d'impacts positifs en termes de réduction, par exemple, de conséquences négatives, en termes de durabilité des produits, en termes de favoriser l'économie sociale. Donc, ces connaissances-là sont vraiment nécessaires en amont pour être capable après, premièrement, de sensibiliser le marché, les organisations d'ici, dont majoritairement sont des PME au Québec, évidemment, et ensuite pouvoir analyser, évaluer des dossiers à la lumière de ces éléments-là qu'on aura finalement établis. Moi, je vous dirais que les constats, la marge préférentielle semble très peu utilisée, je vous dirais depuis les 15 dernières années, parce que souvent, on ne sait pas comment nécessairement l'utiliser, comment l'utiliser en amont du processus de la chaîne d'approvisionnement et quand l'utiliser. Donc, pour quels produits, pour quelles circonstances. On relève aussi dans le baromètre de l'achat responsable qui est publié par l'ECPAR. Et c'est vraiment des constats sur le terrain que j'ai eu à constater depuis bien longtemps et dans l'accompagnement qu'on fait encore, soit d'administration publique ou d'organisations privées. Donc, évidemment, on recherche encore le prix le plus bas, on peut comprendre. Et ça aussi, ça joue beaucoup. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on accorde évidemment une pondération très élevée au coût, alors que au détriment de la qualité et des critères éco-responsables qui peuvent l'être de seulement de quelques pourcents. Donc, évidemment, il y a peu de chances souvent qu'on encourage finalement que ce soit nos produits d'ici ou des entreprises avec des pratiques plus innovantes, etc. En fait, dans le baromètre aussi, on soulève évidemment les connaissances, des ressources à l'interne, le manque d'expertise, donc la difficulté de mesurer les bénéfices. Moi, je vous dirais que, évidemment, vous l'avez mentionné ce matin, ça a été mentionné que ça prend aussi des connaissances pour être capable de mesurer, de faire des analyses coûts-bénéfices. Moi, je vous dirais de véhiculer tout ce qui s'est dit ce matin, la hiérarchie des 3 R, repenser les achats, les quantités, la réparation des produits, penser à des produits plus durables avec une plus longue longévité, avec une longévité plus grande, pardon. Considérer les étapes cycle de vie, les stratégies d'économie circulaire sont des avenues possibles, mais encore une fois, ces approches, concepts sont quand même d'une certaine complexité. Et là, je pense qu'il faut vraiment, même qu'on commence à en comprendre davantage un peu l'essence et les effets positifs, mais pour pouvoir les appliquer et les véhiculer aussi auprès des fournisseurs. Donc, voilà, c'est le point que je voulais amener. Alors que je pense qu'on est d'accord pour mentionner que les fournisseurs, les entreprises d'ici sont de plus en plus innovantes. Elles mettent en pratique je vous dirais, des façons de faire relativement formidables. On a de plus en plus de soutien au Québec aussi pour encourager, former, accompagner ces organisations-là qui veulent, mais le marché étant encore très balisé et très restreint, on a peu de marge de manœuvre, là, je pense, comme gouvernement. Fait que je voulais amener ces points-là, probablement en complément de tout ce qui s'est dit ce matin, alors que, évidemment, l'approvisionnement, l'achat responsable est un levier incontournable pour l'économie du Québec, pour favoriser les aspects sociaux, environnementaux, réduire les impacts
accroître tout ce qui est positif et évidemment mettre en application les meilleures pratiques. C'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci, Madame. Je vais te céder la parole tout de suite. Ce que je trouve intéressant, très intéressant même dans ce que vous dites, c'est au fond ce passage du concept à la réalité qui peut, à certains égards, soulever un certain nombre de problèmes. Donc, oui, la rhétorique est là, mais si on veut mettre des actions pour qu'on puisse concrétiser ou donner sens à cette rhétorique, enfin, selon ce que je comprends, vous dites qu'il n'est pas nécessairement très aisé. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous privilégiez comme approche? Une approche, je dirais peut-être vous allez me dire, vous allez me répondre les trois, une approche sociale, une approche politique, une approche réglementaire. Quel genre d'approche vous prioriseriez? Bien, écoutez, je pense qu'on a misé beaucoup sur la bonne volonté des organisations, du gouvernement, tout ça, mais force est de constater que ça prend quand même un encadrement. Donc, moi, j'aime bien penser que l'approche collaborative, la bonne communication, la mise en pratique, les connaissances, la mise en pratique va faire son bout de chemin. Elle l'a fait son bout de chemin, mais je pense que les engagements actuels sont insuffisamment clairs pour être bien saisis et bien mis en application et qu'on puisse mesurer aussi. Donc, instaurer cette culture aussi de la mesure et des effets que, comme gouvernement ou comme organisation, on peut générer. Moi, c'est ce que je pourrais vous dire, que les engagements sont peu connus ou souvent on intègre dans des politiques d'achat éco-responsable ou d'approvisionnement des critères, pas des critères, mais des approches basées sur des principes, des concepts très larges, mais encore comment dans le concret, dans notre quotidien, on va être en mesure de se référer à ces balises-là qui, en ce moment, je vous dirais, qui sont très larges, donc, et un peu confuses parfois. Donc, on peut parler de grands concepts, de grandes approches, mais sur le terrain, comment tout ça s'applique? Moi, je vous dirais qu'une approche, c'est ce qu'on fait aussi à l'ECPAR, mais c'est ce que j'ai fait depuis dans le cadre de nombreuses années en entreprise privée et publique, même dans l'accompagnement que j'ai fait à certains organismes publics. C'est vraiment de travailler en collaboration avec les directions et les conseillers en approvisionnement, avec les organisations. Ça nécessite aujourd'hui, je pense, un partage de connaissances, un transfert des connaissances à la base et aussi une collaboration entre les instances et que ce soit bien compris à tous les niveaux. Parce que moi, je vous avoue, je côtoie des conseillers en approvisionnement autant au gouvernement que dans les entreprises privées qui veulent, ça fait partie de leurs valeurs aujourd'hui, mais qui peuvent être restreints, je vous dirais, par des consignes ou des engagements insuffisamment clairs, je pourrais dire ça comme ça, où ce n'est pas nécessairement intégré de façon suffisante pour être capable d'œuvrer au quotidien là-dedans. Donc, évidemment, je ne vous cacherai pas là, que je reviens toujours au travail en amont. Donc, pour être capable de mesurer, il faut d'abord établir les bases solides, les fondations qui vont permettre au gouvernement d'établir des devis en intégrant l'achat local, en intégrant l'économie sociale, en intégrant des critères environnementaux, tels que tout ce qui a été prôné aujourd'hui selon les meilleures pratiques, autant que possible. Je pense qu'on a un bon bassin d'organisations aujourd'hui qui peuvent répondre à ça ou qui peuvent évoluer dans ce sens-là. Donc, je vous dirais que l'engagement clair, plus précis des conseils, un encadrement plus balisé pourrait permettre une avancée, je pense, un peu plus directe vers des résultats. Mais des résultats pour la société et l'environnement, évidemment. Merci, M. Renaud. Je reviens, Mme Villeneuve, sur l'aspect formation, partage de connaissances. Est-ce qu'actuellement, il y a des structures à l'intérieur des organismes gouvernementaux qui permettent
qui permettent cet aspect-là, c'est-à-dire de former les gestionnaires ou partager les connaissances? Ou est-ce qu'il faut mettre en place autre chose pour favoriser? Parce que là, ce que je comprends, c'est que ça fait plusieurs années, puis on n'est peut-être pas encore on n'est peut-être pas toujours au même point. On a avancé un petit peu, mais on n'avance pas vite. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre en place d'autres structures, d'autres façons de faire? Comment est-ce qu'on peut combler ce manque-là? Bien, écoutez, c'est une grande question, je vous dirais, mais je vais essayer quand même d'être brève. Je vous dirais que l'approche je vais vous parler de mon approche, parce que c'est clair qu'au gouvernement, il y a des programmes de formation, il y a de la gestion de changement qui se fait également. Donc, j'ai eu l'occasion même de travailler avec plusieurs instances gouvernementales pour faire apporter je vous dirais, une certaine évolution en matière d'achat responsable à partir des guides, à partir des politiques qui étaient déjà établies. Mais encore une fois, ce que je constatais, c'est quand on va faire ça et comment on va le faire. Donc, c'est sur ce besoin-là que je me suis attardée et à bâtir des outils conviviaux, ludiques, faciles à comprendre, faciles à utiliser, qui répondaient aux besoins des utilisateurs. Donc, on pense destinataire. Donc, ça a été mon approche. On a bâti ça ensemble, c'est de le faire en collaboration, pour s'assurer qu'on n'arrive pas au personnel avec des outils déjà tout faits qu'ils ne comprennent pas, auxquels ils n'ont pas pris part dans leur développement. Et ça fait en sorte qu'après, on les a testés ensemble. Et évidemment, j'ai vraiment compris que ce processus-là avait été une formule gagnante pour une appropriation beaucoup plus profonde, sans faire d'eux des conseillers ou du personnel qualifiés, je veux dire, hautement en la matière, mais leur donner l'intérêt, développer les réflexes, de poser des questions, de s'entraider et de viser un même but, autant organisationnel qu'en tant qu'individu dans une organisation, pour des bénéfices à discuter. Donc, je vous dirais que c'est une approche vraiment, moi je crois beaucoup à l'approche collaborative qui n'est pas facile, et j'en conviens quand on a des milliers d'employés, tout ça, mais petit à petit, c'est ce qu'on a entendu aussi parler tout à l'heure. Donc, mais là, on peut penser que là, il faut accélérer le pas. Donc, avec tout ce qui se dessine, le projet de loi 67, on parle de plus en plus d'achat local. Je pense que l'année 2020, je vous dirais malheureusement, a été évidemment très impactante pour beaucoup de personnes et d'organisations. Par contre, elle s'avère à quelque part aussi certains leviers, prise de conscience qui vont, je l'espère, permettre d'accélérer le pas. Donc, dans une approche plus collaborative. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame. Monsieur Perrault, pourriez-vous projeter de nouveau l'énoncé pour que nous puissions, pour que les participants puissent voter? Juste une seconde, j'étais parti pour l'énoncé, mais non, c'est le sondage. Alors, 2 secondes. Voilà. Alors, l'énoncé 5, donc, en tant qu'acheteur public, l'État québécois, soit tous les organismes publics et parapublics, a un devoir d'exemplarité. Alors, vous pouvez procéder au vote. Très bien. Alors, les résultats, ça donne? Totalement d'accord à 94, plus ou moins d'accord à 6. Très bien. Merci. Alors, nous pouvons procéder au prochain énoncé. Monsieur Perrault, pourriez-vous l'afficher? Voilà, vous devriez le voir. Je vais le lire.
les programmes de responsabilité élargie des producteurs, REP, où les producteurs assument les coûts de collecte, du transport et du tri, conditionnement des matières résiduelles et sont soumis à des objectifs de récupération, sont suffisants pour assurer la réduction de la mise en marché de produits non ou faiblement recyclables et pour favoriser l'éco-conception. Très bien, merci. Alors, je vous laisse prendre le temps de lire le contexte avant de vouloir intervenir. En fait, la question, l'énoncé 6 et 7 touche la responsabilité élargie des producteurs. Donc, la discussion que nous aurons pour l'énoncé 6 va être valable également pour l'énoncé 7, de telle sorte qu'on votera, on vous demandera de vous prononcer sur l'énoncé 6 et ensuite on vous présentera l'énoncé 7 sans nécessairement une nouvelle discussion pour vous prononcer dessus. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur l'énoncé 6? Madame Villeneuve? Oui, bien écoutez, juste un petit mot pour mentionner l'importance aussi d'intégrer ces notions-là comme critères d'appel d'offres ou comme questions à poser aux fournisseurs, tout comme les entreprises le font depuis très, très longtemps en matière de matériaux, par exemple, de construction. Donc, depuis des dizaines d'années, on demande aux entrepreneurs de disposer de façon sécuritaire, environnementale, leur matière. Mais je pense qu'il faut aussi l'intégrer, que ce soit au niveau des équipements, des TIC, que ce soit au niveau des piles et des batteries, que ce soit au niveau de tous les autres produits là, qui sont sous réglementation. Je pense qu'il faut aussi questionner et puis intégrer ces pratiques dans les devis auprès des fournisseurs. Mais globalement, est-ce que vous considérez que les programmes sont suffisants à l'heure actuelle? Bien, écoutez, je pense que les organismes qui se voient attribuer la responsabilité de ces types de collecte et de sensibilisation, je pense que ce sont de petites équipes avec des budgets quand même relativement restreints. Je pense qu'ils font un très bon travail. Mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de matière, beaucoup de méconnaissances, je reviens encore à l'éducation, beaucoup de méconnaissances sur les produits justement qui sont assujettis. Je vous dirais, il y a environ 3 ans, j'avais assisté à une grande conférence avec de grands donneurs d'ordre et finalement, beaucoup avaient appris il y a seulement 3 ans l'existence de ces programmes-là. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire de ce côté-là pour faire connaître la réglementation et la faire appliquer. Bon, tout le débat aussi sur, je vous dirais, les coûts, les externalités qui sont en fait attribuées aux consommateurs. Donc ça, c'est tout un autre débat, là, mais je pense que comme responsabilité organisationnelle, il y a des connaissances à obtenir et à avoir et à mettre en pratique. Merci, Madame. Monsieur Pierre Legault. Oui, bonjour. Là, je me rends compte que mon intervention de ce matin, je suis content, on parle carrément directement des REP présentement. Moi, je voudrais intervenir sur il y a la première version de la responsabilité élargie des producteurs, telle qu'elle a été la moulure là, d'il y a 5-6 ans. Et moi, venant de Renaissance, ce dont j'ai été témoin dans ce qu'on appelle la REP d'éthique là, des produits électroniques, c'est comment il y avait une espèce de, au niveau de l'entreprise, de s'occuper de tout ce qui était réemploi et encore moins de réduction de la consommation. Il y avait un conflit d'intérêts. Et je vais l'illustrer juste par ce qui est arrivé. Il y a une REP, tout le monde est d'accord pour, je pense, là, pour que les entreprises aient une responsabilité élargie.
Mais quand la REP d'éthique a été créée, il n'y a pas eu dans l'entente qui a été prise entre SIC Québec et ARP Québec, qui fait partie d'une association canadienne sur lesquelles sont les producteurs de produits électroniques. Il n'y a pas eu d'obligation de réemploi. Donc, il n'y a pas eu de volume qui a été signifié. Et il n'y a pas eu de pénalité, vu qu'il n'y avait pas d'objectif, si ce n'était pas atteint. Et le résultat de cette version de REP-là, c'est contre celle-là que je m'insurge un peu, c'est qu'il n'y en a pas eu de réemploi. Il y a une app créée, un genre de logistique, de réseau avec les recycleurs, et tout est allé au recyclage. Évidemment, quand tu crées une corporation, tu crées une entreprise, la première responsabilité de l'entreprise, c'est créer des profits pour les actionnaires. Donc, on demande à ces gens-là de faire Ils ont tous fait des vœux pieux. Oui, on veut du réemploi, c'est bien le réemploi, puis on est pour la réduction. Mais en bout de ligne, moi, étant une entreprise, j'étais à la direction de Renaissance à ce moment-là, puis j'étais président d'une association d'entreprises d'économie sociale au Québec. On a vu le volume de réemploi diminuer drastiquement. Puis, la directrice d'Incertec, qui est une entreprise d'insertion qui faisait du réemploi, a dit « Je suis en train de perdre tout mon volume, tout va au recyclage. » Donc, sans entrer plus loin dans cette situation-là, je veux juste dire que la grande problématique dans la responsabilité élargie des producteurs, et d'ailleurs, cette version-là, l'Ontario, depuis 3-4 ans, a décidé que c'était absolument pas efficace parce que les producteurs ne sont pas plus responsables. Ce qu'on a fait dans la première version, puis ça c'est important de le comprendre, on a créé une entité autre que les producteurs. Oui, ils sont peut-être sur le conseil d'administration, ça ne leur coûte pas un sou, c'est des éco-frais. Donc, eux autres, c'est business as usual, on continue de produire ce qu'on produisait, puis on ne change pas l'éco-conception parce que de toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui paye, puis moi, je peux continuer de faire ce que je faisais avant. Donc, mon intervention présentement, c'est par rapport à... puis je vais terminer là-dessus. L'importance dans la prochaine version de ce qu'on va faire comme législation au niveau de la responsabilité élargie des producteurs, c'est que ça soit contraignant, qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait si on est sérieux qu'on veut du réemploi, on ne veut pas avoir la même conversation dans 25 ans, il faut mettre des dents à cette législation-là pour qu'effectivement on parle de réemploi. Autrement, c'est trop facile. Là, dans le fond, on le dit le discours, mais on ne s'occupe pas, tu sais, comme ils disent en anglais, the devil's in the details. Mais là, moi, je l'ai vécu aux premières loges, qu'en bout de ligne, on a fait une intervention. Ça a été vraiment une confrontation. On a essayé de changer les choses, mais ça a à peine changé les choses. Puis il y a beaucoup d'organisations qui sont disparues. Puis là, il ne s'en fait plus de réemploi ou à peu près plus en électronique. Donc, je voulais témoigner de ça. Puis de signifier l'importance d'encadrer la loi pour que les entreprises, justement, là, on va parler de plus de responsabilité individuelle des entreprises et ne pas nuire à ce qui existe présentement en termes de réemploi, parce qu'autrement, on fonctionne de façon un peu aveugle. Voilà. Monsieur Renaud. Écoutez, M. Langlois, diriez-vous que Legault, ça va. Legault, excusez-moi, je cherchais. Non, c'est bon. Je me rappelais du L. Alors, M. Legault, diriez-vous que la responsabilité élargie des producteurs, si on fixe des objectifs convenables, là, parce que là, ce que je comprends, c'est une question de fixer des objectifs avec, évidemment, des sanctions ou des pénalités si les objectifs ne sont pas atteints. Est-ce que la responsabilité élargie des producteurs, c'est un moyen efficace pour réduire la mise en marché de produits peu ou pas recyclables? Je répondrais, ma première réponse, ça serait oui. Mais évidemment, ça dépend comment ça va être articulé. C'est sûr qu'on veut l'éco-conception, parce qu'à partir du moment où on va avoir de l'éco-conception, le problème d'obsolescence devrait en principe diminuer. Mais si on parle des grands réutilisateurs, là, comme Renaissance ou d'autres organisations, il y a déjà tout, par rapport au textile, par rapport à d'autres biens de consommation, il y a déjà toute une réutilisation en place. Évidemment, ce qu'on craint, nous, c'est que si on s'en va vers
une responsabilité élargie des producteurs, si c'est la même version que qu'est-ce qui a été fait il y a 6 ou 7 ans, c'est que ça va détruire, là, Renaissance est rendue à plus de 1000 emplois, 50 de succursales, il y a plein d'organisations qui se développent, il y a un marché là à partir de la réutilisation, mais si la REP est appliquée au niveau des biens de consommation, là, je veux dire, de façon aveugle, ça va tout détruire. Et puis, il y a toute l'insertion à l'emploi et une qualité là, d'intervention sociale très grande là, qui s'est développée. Là. Donc, il faut juste faire attention. La réponse, c'est oui, il faut que les producteurs soient responsables davantage des biens qu'ils mettent sur le marché pour si on veut arriver à sortir de l'obsolescence programmée. Mais il faut en même temps faire attention à l'environnement qui s'est créé à travers le Québec, puis ailleurs aussi au Canada, là, parce qu'il y a de la valeur dans ces biens-là. Puis quand les gens s'organisent pour faire de l'insertion à l'emploi, puis créer une activité économique de plusieurs dizaines de millions de dollars autour de ça, bien ça a une valeur aussi. Donc, c'est juste question d'être intelligent, de le faire de façon intelligente et d'aller vers la nouvelle version. D'ailleurs, l'Ontario l'a très bien compris, puis en France aussi, il y a un dossier de 20 ans de responsabilité élargie des producteurs. On est allé en France, nous, on a rencontré les gens d'éco-textile et on a compris plein de choses que c'est en évolution. Il faut s'assurer qu'au Québec aussi, on arrive à s'assurer qu'on ne nuit pas à Paul en voulant aider à Jean. Je ne sais pas si j'ai les bons prénoms, là, mais Pierre et Paul, là, je pense. Là. En tout cas, c'est un peu ça que je veux dire. Là. Actuellement, je pense que le gouvernement veut mettre en place ce qu'on appelle la modernisation de la collecte sélective, où là, il va y avoir une responsabilité élargie. Non seulement les producteurs vont être responsables des coûts de collecte et de tri, mais ils vont être responsables de l'ensemble de tout le système de collecte sélective. Mais ce que je comprends, c'est que les textiles, font pas partie de cet aspect-là. Non, effectivement, présentement, puis c'est une bonne nouvelle pour nous. En même temps, on veut savoir où les choses s'en vont parce que c'est nos valeurs au niveau de l'environnement. Mais ayant été témoin des produits électroniques qui faisaient partie des produits de consommation que nous, on reçoit, on voulait juste s'assurer de transmettre notre compréhension qu'il fallait faire attention à deux choses, d'avoir des objectifs au niveau du réemploi. Autrement, la loi va se gargariser de ces beaux principes-là. Dans le concret, ça n'arrive pas. Première chose à s'assurer. Puis la deuxième, c'est qu'il y a tout un environnement parallèle, toute une économie, je ne veux pas dire une économie parallèle, mais des activités sociales dans l'économie sociale qui sont liées à certains des biens de consommation. Et puis là, juste le signifier avant qu'on se retrouve là sans que, avec une REP vers le textile, donc, que certains ont mentionné, qui pourraient être nuisibles plus que d'autres choses. Quand vous avez parlé de ce qui se passe en France, est-ce qu'ils ont une responsabilité élargie des producteurs pour les textiles? Oui, oui. Puis, en fait, quand on avait rencontré, j'essaie de me rappeler du nom du directeur, là, ça fait plusieurs années, il nous avait dit, vous êtes le textile, vous n'avez pas absolument besoin d'une REP textile si vous avez tout un marché qui est développé en parallèle. Et là, vu qu'on s'en va vers multiples REP, là, les responsabilités élargies des producteurs, on veut être présent pour s'assurer de veiller évidemment aux intérêts des organisations qui sont dans ce domaine-là. Je vous remercie. Merci. Monsieur Legault, je vous laisse avec le proverbe « Déshabiller Paul pour habiller Jacques ». Jacques ou Jean? Alors, c'est un des apôtres, je ne sais pas trop. Pardon? Je disais, oui, c'est Paul, Pierre, Jean ou Jacques, mais parce qu'il y a 2 ou 3 proverbes qui utilisent les prénoms. Paul et Jean, voilà. Alors, écoutez, j'appelle les 2 dernières personnes pour cet énoncé. Tout d'abord, Madame Sarah Emmanuelle Dubois. Oui, alors bon après-midi, merci. À la question, est-ce qu'on a besoin? Oui, définitivement. Il faut se rappeler que les entreprises subventionnent déjà les coûts liés à la collecte et à la récupération.
Dans le cas, par exemple, de la modernisation de la collecte sélective, ce que ça va leur donner en plus, c'est d'avoir les mains sur le volant. Donc, oui, ça va leur donner une meilleure vision des matières qui peuvent être problématiques. Et en ce sens-là, ça peut être bénéfique au niveau de tout ce qui est démarche d'éco-conception. Néanmoins, je pense que avec ça, ce qui vient aussi et ce qui est essentiel, c'est d'incorporer aussi, et on en a parlé un peu ce matin, c'est tout ce qui est traçabilité. Donc, si on veut établir de bons indicateurs de performance, on doit savoir d'où on vient et avec quoi on travaille. Et présentement, ça, on ne l'a pas. On ne l'a pas pour différentes raisons, mais il faut commencer par déterminer ce qu'on met en marché et quelles sont ces problématiques-là. Deuxième élément que j'apporterais, c'est de s'assurer d'avoir un mécanisme de contrôle et de suivi de ces indicateurs-là. Donc, c'est bien beau de mettre des indicateurs de performance et des cibles à atteindre. Ça prend quand même un suivi pour s'assurer qu'on assure le succès finalement. Et j'ajouterais, bon, on le voit présentement, là, on voit, par exemple, on a abordé, il est abordé la semaine dernière beaucoup la problématique des plastiques biosourcés, donc des plastiques qui sont à base de composantes biologiques. Et ça va être un des aspects qui va probablement être mis en lumière avec la nouvelle REP parce qu'on voit les problèmes que ça peut amener aussi au niveau de la récupération. Merci. Merci à vous. Quand vous parlez de contrôle et de suivi, lors de l'audience publique, la première partie de l'audience publique, la porte-parole de Recyc Québec nous a indiqué, notamment pour faire un lien avec ce que votre prédécesseur disait, que l'information ou les données que l'ARP détient sont, oui, communiquées, mais que Recyc Québec n'a aucun moyen de contrôle sur la qualité de ces données-là. Alors, quand vous parlez de contrôle et de suivi en matière de programme de responsabilité élargie des producteurs, qu'est-ce que vous sous-entendez? Ou qu'est-ce que ceci requiert? Il y a différents éléments qui ont été abordés ce matin, d'ailleurs. Mais d'abord, le premier, je dirais que c'est de s'assurer que ce n'est pas un suivi qui est effectué par l'industrie elle-même. Donc, d'avoir un tierce parti qui est neutre et qui est en mesure d'avoir l'ensemble des informations. Donc, ça, je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de mettre en place les outils qui nous permettent de faire un suivi, justement d'assurer la traçabilité. Donc, M. Venn en a parlé ce matin. Il y a différents indicateurs qui peuvent être appliqués sur les produits qui permettent de les suivre à travers la chaîne de mise en marché jusqu'à la récupération et le recyclage. Donc, ce sont des outils qui sont en place. Donc, en quelque sorte, ce qu'on souhaite, je pense, c'est d'en faire un mécanisme qui est simple à gérer, qui ne nécessite pas nécessairement de grandes interventions ponctuelles, comme on le voit par exemple avec des caractérisations qui sont réalisées à toutes les 2 ou 3 années. Donc, je pense que c'est 2 clés du succès, là. Je reviens sur le concept de suivi. Vous indiquez donc que ça soit fait par un tiers parti neutre qui serait financé par qui? C'est une excellente question. Je n'ai pas nécessairement la réponse. Je vous dirais, je laisse le soin aux autorités de le déterminer. Vous nous laissez la responsabilité d'y Je vous la laisse, effectivement. Merci, madame. Très bien. Monsieur Renaud. Je voudrais revenir à la question de la traçabilité. On a eu la semaine dernière des ateliers avec des experts, entre autres, il y avait des gens, des Européens qui sont venus nous parler. Et on nous disait que au niveau des objectifs maintenant, dans plusieurs pays, ils fixent ces objectifs par rapport à ce qui est réellement recyclé. Alors, on n'est plus dans
dans le pourcentage qui a été ramassé, si on veut, avec la collecte sélective. Là, comment on en a ramassé par rapport à ce qui a été produit. Là, on est vraiment dans le réel. Et ça implique qu'on doit maintenir une traçabilité après le centre de tri, là, parce que, évidemment, ces matériaux-là qui passent par les centres de tri, après ça, ils s'en vont dans toutes les directions. On n'a pas de moyens. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes, là, parce qu'il y a des matériaux, là, on s'entend, qui s'en vont en Asie, qui s'en vont en... Comment est-ce qu'on peut contrôler tout ça? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces matériaux-là sont véritablement recyclés? Malheureusement, pour ce qui converge vers les marchés de l'Asie et ailleurs, c'est plutôt difficile, j'en conviens, d'en assurer le suivi. C'est un marché qui est très opaque. Plus on va favoriser les marchés locaux, et on a d'excellents conditionneurs et recycleurs au Québec et dans les marchés limitrophes. Donc, plus on va le faire également en partenariat, plus on va être capable de justement tracer le recyclage jusqu'à le contenant, l'emballage de l'imprimé jusqu'à son recyclage ultime. On pourrait même se faire un suivi jusqu'à continuer dans la boucle et aller vers la réinsertion de ces produits-là de ces matières-là dans des nouveaux produits. Ça, c'est dans le cas où il y aurait des partenariats qui seraient développés. Ensuite de ça, dans l'opposé, si c'est plutôt difficile à implanter, je vous dirais qu'à ce moment-là, si on veut intégrer le recyclage dans les activités de la collecte sélective, là, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, à savoir comment est-ce qu'on peut les intégrer, est-ce qu'il faut les financer, est-ce qu'il faut aller jusqu'à évaluer les coûts jusqu'au recyclage. Donc, il y a beaucoup de réflexions là-dessus à y avoir. Là. Est-ce que ça pourrait être intégré quand on parle de responsabilité élargie des producteurs? Ce serait une responsabilité encore plus élargie ou est-ce que c'est concevable qu'on puisse aller vers un système où ce serait les producteurs qui auraient cette responsabilité-là jusqu'au bout de la chaîne, là, de maintenir la traçabilité, de rencontrer des objectifs? Oui, c'est concevable. On le voit ailleurs, donc ça se fait. J'imagine que c'est présentement en discussion au sein des organismes qui se penchent sur la question de la modernisation de la collecte sélective. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, madame. Donc, s'il vous plaît, ne levez plus les mains. Je vais prendre les deux dernières mains levées. Monsieur Gilles Venn, suivi de madame Christine Lajeunesse, et ensuite, je vous demanderai de vous positionner par rapport à l'énoncé. Monsieur Venn. Oui, juste pour enchérir un peu sur la traçabilité, je suis moi-même porteur d'un projet de mise en place de traçabilité. On fait des projets d'études de faisabilité sur la traçabilité. Pour vous donner un exemple de ce qui peut être fait et ce qui se fait dans notre cas à nous, on prend la matière à partir du générateur jusqu'au centre de conditionnement ou au centre de tri. Ensuite, on va déterminer la matière a été triée, séparée ou conditionnée de quelle façon. Elle est sortie dans un produit X qui s'en va vers un consommateur de ce produit-là. On va suivre jusqu'au consommateur du produit et à partir de là, on peut même suivre le lot ou le produit qui a été fabriqué et où est-ce qu'il a été vendu. Dans notre cas à nous, on peut prendre un banc de parc qui est au centre-ville de Montréal, puis éventuellement, on va scanner le code barre, puis on va savoir exactement les polystyrènes ou le verre qui est dedans provient de quel endroit, et on peut remonter la filière jusqu'aux concitoyens qui l'emmenaient à l'éco-centre. Donc, le programme de traçabilité existe, est fonctionnel. Il reste à le développer et l'adapter. Mais je voulais juste vous faire une petite parenthèse que ça existe et que c'est très bien parti. Merci, M. Venn. Madame Christine Lajeunesse. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous entends presque pas, madame. Non,
Alors, je ne vous entends pas, malheureusement. Je pense que votre fil n'est peut-être pas branché. Ou encore que votre micro, ou vous pouvez enlever le fil. Vous pouvez parler directement à l'ordinateur. Monsieur Perrault, est-ce que vous pouvez me donner un coup de pouce, vous qui avez une expertise pointue, est-ce que vous pouvez aider madame? Non, sur ce cas-là, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir. Là, je vois pas de micro, en fait, sur son fil. Donc, ce serait le micro de l'ordinateur seulement. En ce moment, elle semble être en muet. Monsieur Perrault, si elle retirait son fil de son ordinateur, est-ce qu'on ne pourrait pas l'entendre directement à l'ordinateur? Je pense qu'elle l'a fait une fois ou deux, là. Ouais, c'est... D'accord, vous pouvez écrire dans le chat, c'est bon. D'accord, alors vous pouvez écrire et Monsieur Perrault va me lire ou encore ma collègue va me mettre à l'écran du télésouffleur. Ça ne fonctionne pas non plus. Mais je vous entends chuchoter par contre. Hein? J'ai entendu ça ne fonctionne pas, mais en chuchotement. Pourriez-vous parler un peu plus fort, voir, essayer? Pourriez-vous me dire bonjour, juste pour voir? Ah non, là, je ne vous entends plus du tout. Bon. Je suis vraiment désolé, madame. On se reprendra. Si jamais vous réussissez à régler le problème, nous pourrions vous entendre, au moins même si ça ne s'est pas considéré dans le vote que nous allons prendre. De toute façon, le vote n'est pas vraiment à grande conséquence. C'est juste une curiosité pour la commission, voir où sont les tendances. Ce qui était important, ce sont les échanges que nous avons eus aujourd'hui, beaucoup plus que la simple indication des pourcentages que nous obtenons. D'accord? Donc, si jamais le son revient, ne vous gênez pas de lever la main, je vous donnerai la parole. Merci, madame. Donc, monsieur Perrault, si vous voulez mettre l'énoncé à l'écran pour que les personnes puissent se positionner. Pourriez-vous lire l'énoncé, monsieur Perrault? Je le faisais, mais à mute, je vais avouer cette faute. Alors, les programmes de responsabilité élargie des producteurs où les producteurs assument les coûts de collecte, du transport et du tri conditionnement des matières résiduelles et sont soumis à des objectifs de récupération sont suffisants pour assurer la réduction de la mise en marché de produits non ou faiblement recyclables et pour favoriser l'éco-conception. Alors, vous pouvez voter. Donc, le terme clé ici, c'est « sont suffisants ». Très bien. Alors, nous avons terminé la période de réponse. Le résultat serait quoi, M. Perrault? Personne est totalement d'accord, 16% plus ou moins d'accord, 42% plus ou moins en désaccord et totalement désaccord. Même chose, maintenant c'est rendu 40-40. Les résultats ont changé. OK. Très bien, merci. Peut-être mettre alors immédiatement l'énoncé 7 qui fait l'objet de la même discussion finalement, là? Oui. Et j'ajoute qu'il y a une personne finalement qui a voté totalement d'accord. D'accord. Voilà pour l'énoncé. Donc, la responsabilité élargie des producteurs doit inclure une obligation de rendre accessibles et publiques toutes les informations relatives à leur performance.
M. Perrault, regardez l'énoncé. Je voudrais juste m'assurer avant de demander le vote, parce que pour moi, c'était finalement une discussion qui peut aller pour les deux, mais est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir spécifiquement sur cet énoncé? Vous pouvez lever la main, je vous céderai la parole avant de prendre le vote. Ça va? Oh, il y a une personne. Monsieur Venn, allez-y. Oui. Je ne crois pas que les données de chaque entreprise devraient être publiques. Devraient, par contre, être données à l'organisme qui va être dédié pour s'occuper de ce programme-là, la responsabilité élargie, parce que de donner des données privées d'entreprise et les rendre publiques, ça peut être dommageable aussi là, pour l'entreprise, si j'ai bien compris. Ah, c'est votre choix. Là. Nous sommes ici pour vous écouter. Donc, effectivement, l'énoncé signifie l'antipode de ce que vous venez de dire. L'énoncé dit que la responsabilité élargie doit inclure une obligation de rendre accessible les publics. Donc, vous êtes inconfortable et donc je comprends que vous allez être totalement en désaccord. Mais pas totalement. C'est que l'information doit être disponible, mais à des organismes de gestion, soit RSC Québec, soit le gouvernement, soit peu importe qui suit ça, mais pas public. Parce que si je me mets dans la peau d'une entreprise, ça veut dire que ton compétiteur a tes données. Bien, c'est votre choix. On est là pour écouter justement vos positions respectives. Monsieur Marc J. Olivier. Oui, bien là, je pense qu'on a une mésinterprétation de l'énoncé. L'organisme d'agrément qui est accrédité pour faire en sorte que les choses fonctionnent, il me semble qu'il doit rendre publiques les informations de performance de l'organisme d'agrément. Mais l'organisme d'agrément, il donne plusieurs contrats pour la mise en œuvre à différentes entreprises. Moi, je ne veux pas savoir les résultats de chacune des entreprises qui participent aux contrats qui ont été donnés. Mais je veux savoir si mon système de responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne, par exemple, les piles, je veux savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, s'il atteint ses objectifs ou s'il n'atteint pas ses objectifs. Donc, l'organisme d'agrément, je crois qu'il doit rendre de l'information publique pour les citoyens québécois. Maintenant, je ne demande pas à ce que la demi-douzaine ou la douzaine d'entreprises que l'organisme d'agrément met sous contrat pour du transport, pour du recyclage, pour ci ou pour ça, je ne veux pas avoir ça. Je veux avoir l'image globale et c'est l'image globale qui doit être publique. Merci. Merci. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Je pense que c'est l'interprétation de M. Olivier. L'idée, c'était que l'organisme qui va... Je vais donner l'exemple actuellement, là, ça serait ARC pour les produits électroniques ou ce serait Éco-entreprise Québec là, pour la collecte sélective. Ce qu'on dit dans l'énoncé, c'est qu'on voudrait que ces organismes-là rendent publiques les informations par rapport à la performance de la responsabilité élargie des producteurs. Là. On ne veut pas nécessairement avoir des données précises de une entreprise qui est couverte par la responsabilité élargie des producteurs. Là, on veut avoir L'idée de l'énoncé, c'était que toute la performance de la responsabilité élargie des producteurs puisse être publique, puisse être connue, puisse être... Alors, ça implique, par exemple, bon, je ne veux pas aller jusque-là, mais les montants qui ont été récupérés, qu'est-ce qui est... mais effectivement, il y a pas... On ne parle pas d'informations privées, là. On ne parle pas d'informations qui touchent directement des entreprises. Merci, M. Renaud. Donc, la personne a enlevé sa main. Donc, voilà. Très bien. Alors, nous allons pouvoir passer au vote. M. Perrault, si vous voulez remettre l'énoncé. Voilà. Donc, la responsabilité élargie des producteurs doit inclure une obligation de rendre accessibles et publiques toutes les informations relatives à leur performance. C'est le temps de vous positionner.
Le résultat, s'il vous plaît. Totalement d'accord, 89, plus ou moins d'accord et plus ou moins en désaccord, 6% chacun. D'accord. Merci. Nous allons donc procéder avec l'énoncé 8. Si vous voulez le présenter, M. Perron. Alors, les filières du réemploi et du partage sont marginales et ne permettent pas d'avoir un effet significatif sur la consommation de biens. Évidemment, on comprend très bien comme commission que ce point-là a été touché à divers endroits et de différentes façons, mais nous avions préparé cet énoncé. Encore une fois, je tiens à rappeler que ce soit des énoncés ou des questions, aujourd'hui ce sont des énoncés, là, il ne faut qu'en aucun cas ceci soit traduit comme étant un énoncé auquel souscrit la commission. Alors, ce sont des énoncés que nous voulons tester et c'est à vous la parole. Si personne ne veut intervenir là-dessus, une personne. Madame Côté, Amélie Côté. Oui, je pense que M. Saint-Arnaud va vous parler en détail de la filière du réemploi du textile. Au niveau du partage, je crois qu'un des éléments pour lesquels on n'a pas beaucoup de données, on a très peu documenté l'impact du partage, mais il y a un potentiel qui peut être intéressant. Simplement, ce sont davantage des initiatives très locales. Donc, si on pense au partage de matériel sportif, d'objets de cuisine et compagnie, évidemment, ça ne se fait pas à l'échelle d'une municipalité, c'est vraiment plus au niveau d'un milieu de vie. Mais il y a un potentiel super intéressant, mais qui est très peu documenté aussi. Et en fait, étant donné que le temps d'utilisation de certains objets est très, très court, on pense souvent à l'exemple de la perceuse qui est utilisée, par exemple, quelques minutes par année et qui aurait tout à fait avantage à être mise en commun. Donc, je ne pense pas que c'est marginal, je pense que c'est encore émergent et peut-être peu documenté. Et le marché de seconde main, donc même, on pense sur certains médias sociaux, mais également les Kijiji, les PAC, ces sites comme ça fonctionnent très bien. Il y a des très grandes quantités d'objets qui sont réemployés, échangés, et donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Par contre, la dernière étude à ce sujet date de 2006. Donc, c'est une étude qui a été faite au niveau de Montréal et qui avait été reprise dans une fiche réalisée par Recyc Québec sur le réemploi et le potentiel. Et à ce sujet, j'ai validé l'information. Elle n'a pas été mise à jour depuis. Donc, en fait, c'est qu'on a un manque d'informations sur comment ça a évolué, mais certainement qu'il y a eu une très grande croissance à ce niveau-là qui est en parallèle avec le développement, l'émergence du mouvement zéro déchet, au niveau de la réparation aussi. Donc, je crois que c'est un phénomène qui serait tout à fait pertinent à documenter et sur lequel on manque vraiment de données en ce moment. Pour amorcer cette réflexion, est-ce que vous avez ciblé des pays qui sont considérés comme avant-gardistes dans le partage? Je ne me suis pas encore rendue là dans mes recherches, je dois vous avouer. Mais je suis certaine qu'en Europe, il doit y avoir des initiatives intéressantes à ce niveau-là. Mais je crois que c'est vraiment, c'est un phénomène qui est international. C'est juste que c'est des réseaux qui sont plus informels. Je pense par exemple le réseau qui s'appelle FreeCycle, qui est disponible un peu partout dans le monde. Donc, c'est une plateforme qui est gérée généralement par des bénévoles. Et donc, c'est très difficile d'aller colliger les données. À l'automne dernier, pour vous donner une idée, on a mandaté un groupe d'étudiants et étudiantes qui terminaient leur bac en environnement pour tenter de documenter ça. Puis, il y a très peu de données spécifiques sur le partage. Puis, le fait que ce soit des réseaux portés par des bénévoles, évidemment, rend l'information encore plus difficilement accessible. Merci, madame. Monsieur Éric Saint-Arnaud. Oui, bonjour. Est-ce que ma caméra fonctionne ou oui, on vient de vous voir. Je viens d'apparaître.
si c'est marginal, pour répondre à la question, je pense que ça l'était marginal parce que c'était principalement dans le réemploi fait par des organisations avec des bénévoles. Je crois vraiment qu'il y a une démocratisation qui est en train de se faire, surtout durant les 10 dernières années. Vous parliez tantôt avec Mme Côté, vous parliez de s'il y avait des comparables. C'est sûr que si on regarde la Suède, la Suisse, il y a énormément d'avance au point de vue du réemploi, de la réutilisation. C'est sûr que je vais parler pour notre paroisse, mais notre type d'organisation aujourd'hui crée 1000 emplois permanents avec un taux de croissance de plus de 20 de création d'emplois permanents, en plus d'avoir une mission sociale d'aider plus que 2 à 3 000 personnes par année à réintégrer le marché du travail. Et tout ça avec 20 000 tonnes de matière détournée des sites d'enfouissement et réutilisée dans le réemploi de toutes sortes. Donc, 50 de cette matière, c'est du textile. L'autre 50 c'est le reste. Et j'ai dû manquer la REP. Là, j'étais pas là, je vous ai écouté jusqu'à la fin. C'est la dangerosité de la REP électronique qui, par effet de marginalité avant du réemploi au Québec, et je vais revenir là-dessus pourquoi je dis au Québec, la REP a fragilisé le peu de système qu'il y avait dans le réemploi. Ce matin, vous faisiez référence à votre dame qui vous disait, votre ordinateur, pourquoi vous ne la changez pas? Parce que ça fait 5 ans que vous l'avez, vous avez essayé de la réparer, c'était difficile. La REP a détruit l'écosystème électronique, a détruit un peu l'écosystème de la réparation et de la réutilisation de la matière électronique. Donc, c'est sûr que c'était marginal, mais aujourd'hui, nous, avec pratiquement 2,5 millions de consommateurs par année avec un taux de croissance de 25 %. Le réemploi est en train de devenir non plus un petit commerce derrière de rue comme le club vidéo était dans le passé. Puis après ça, il est devenu une chaîne de clubs vidéo. Bon, je sais bien que ça n'existe plus, là, ça paraît mon âge, mais bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais le commerce de détail dans l'usager est en train de surpasser ce qui était avant. L'étude de Kijiji qui est parue il y a 2 ans faisait référence au Québec dans le réemploi. Et il disait que le Québec était à la traîne des autres provinces canadiennes et des États-Unis. Donc, on est en train de rattraper ce qui est déjà en train de se faire ailleurs au Canada. Et je crois vraiment que plus nous allons détourner des sites d'enfouissement la matière, on va être capable d'augmenter le réemploi à travers la province. Économiquement, nous, Renaissance, ce qu'on est convaincu d'ici 2028, c'est d'être capable d'atteindre 70 000 tonnes de détournés des sites d'enfouissement, création de 3 000 emplois et aider par année au-dessus de 15 000 personnes, immigrants ou toute personne ayant des difficultés à intégrer le marché du travail. C'est sans compter toutes les autres organisations. Mais quand vous parlez de marginalité, bien, il en reste un peu parce qu'il reste encore des petites organisations qui sont encore plus fragiles aujourd'hui à cause du manque de bénévoles qui sont souvent des personnes de plus de 60 ans, puis à cause de la COVID, ça a fragilisé. Mais dans un écosystème où ce que l'ensemble des organismes peuvent travailler ensemble, on peut réemployer une plus grande quantité de matière et de sortir de cette marginalité et aider l'écosystème québécois à réemployer plus de matière. Ce serait un peu ce que je voulais ajouter. Merci. M. Renaud. M. Saint-Arnaud, le réemploi, là, pour le commun des mortels, là, ça touche le textile, ça touche les vêtements, ça touche l'informatique. Ça, c'est des faciles, on imagine facilement là, le réemploi, mais vous nous dites qu'il y a 50 % de vos activités qui sont dans d'autres matériaux, là, dans d'autres produits. Est-ce que le réemploi, ça peut toucher tous les produits? Oui, ça pourrait toucher autant les matériaux de construction, ça pourrait toucher autant... Présentement, nous, la vaisselle, la décoration, la literie, les vêtements, les accessoires vêtements, les souliers, les cadres, bon, tout ce qui est décoration, les petits meubles, les gros meubles. Là, c'est sûr, nous, on n'est pas dans les électroménagers, mais il y a la partie électroménager qui peut être réparée et revendue. Mais nous, on vend les petits électroménagers. Tout ce qui est électronique, les ordinateurs, les iPads, les souris, les imprimantes et alouettes. Donc, le réemploi pourrait être élargi. Puis c'est pour ça que je disais ce matin, c'est un peu le parent pauvre, c'est qu'on associe encore... Puis là, excusez l'analogie, parce que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on associe encore au sous-sol d'église un peu de vêtements qui a été donné pour aider les gens. Mais aujourd'hui, il faut sortir de ce schème puis se dire qu'au fond, le réemploi peut être toute matière confondue. Il peut y avoir des spécialistes dans un paquet de matières puis garder cette matière
chez nous au Québec pour la réutiliser, puis à la fin de ligne, trouver des alternatives pour le recyclage. Qu'est-ce que ça prend pour que ça prenne un exemple? C'est une excellente question que vous dites, M. Renaud. J'ai fait partie d'une table de concertation textile à Montréal. On a déposé un mémoire, l'agglomération du Grand Montréal. Là, et le mémoire a été déposé pour dire qu'en fait, dans le textile, il n'y a peut-être pas de solution pour le recyclage aujourd'hui. Nous, on travaille très fort dans la recherche et développement. En attendant, il y a quand même des matières qui sont envoyées des déchets. Donc, une des solutions précises, c'est augmenter le point de chute. Plus on va avoir des points de chute, nous, on ouvre des centres de dons là, avec personnalisés ouverts 7 jours sur 7. Il faut être ouvert et disponible pour les citoyens 7 jours sur 7, offrir le service, puis toujours être ouvert, même les journées congés fériés, et c'est ce qu'on offre, nous. Et plus on a notre point de chute, plus près des citoyens, plus c'est facile de collecter. Nous, on le fait dans un rayon d'un nombre de kilomètres, et je vous le dis, là, en l'intérieur d'une année, on réussit à récolter autour de 35 livres par maison par année, sans compter que ça, c'est en augmentation. Puis on peut atteindre la moyenne nationale après ça, qui est autour de 35 kilos par année par ménage. Donc, c'est énorme parce que ça dévie une grande quantité des sites d'enfouissement de matière. Mais comme je vous dis, il y a le textile, mais vous avez les jouets de plastique, vous avez l'électronique, vous avez... Donc, toutes ces petites catégories-là, c'est énorme parce que nous, à la fin de ligne, chez nous, là, on est rendu à 16 qu'on c'est l'assiette qui est cassée en deux, c'est le jouet qui n'a plus de roue en dessous du carrosse, mais on peut réemployer une grande quantité de matière. Donc, solution, c'est ouvrir des points de chute, travailler avec nous, on travaille avec, on est 55 organisations avec qui on travaille, on augmente le nombre d'organisations, créer un écosystème qui est à travers la province de Québec, entre les organisations. Nous, on s'apprête à le faire à travers la province avec les organisations augmentées, mais la réglementation pour nous permettre de sortir du stigma que l'usager, je pense que c'est vous qui disiez ça ce matin, y a-t-il un stigma d'acheter dans l'usager pour la pauvreté? Y a-t-il un stigma? Bien, il existe encore des stigmas. On veut-tu un centre de dons, une boutique usagée? Qu'est-ce que ça va de l'air dans mon territoire, dans ma région? Donc, il y a une appellation à faire à la population puis aux politiciens pour dire, écoutez, c'est l'avenir, le réemploi. Ça fait partie de l'écosystème autant que le recyclage, mais c'est la première avec la réduction à la source. Donc, les points de chute, être plus local, plus proche de la population, encourager l'achat local par l'usager. Nous, on le voit, là, la COVID a fait que l'appel du premier ministre d'acheter local, d'acheter plus près, d'encourager les commerces locaux. Nous, ça a été un appel attendu de la population, autant pour les gens qui avaient des besoins, mais toutes les autres personnes les autres citoyens qui se sont appelés à parler du réemploi puis d'acheter dans le secteur. Puis l'autre élément qui est important, c'est que plus on augmente le volume, et nous, c'est ça qu'on voit là. En augmentant le volume, on est capable de prendre des technologies puis de transformer. Par exemple, je travaille avec une organisation de l'Alberta, puis on veut transformer le plastique, puis là, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des palettes, puis ils font des bancs de parc avec, puis ils le vendent aux municipalités de l'Alberta. Mais nous, on est en train de travailler un projet comme ça dans la région métropolitaine, mais on aimerait, en augmentant le volume de réemploi, la matière qui ne peut plus être employée, on a quand même le volume pour réussir à transformer en créant des produits qui peuvent être revendus dans l'écosystème. Donc, ce n'est pas juste l'appareil politique qui peut bénéficier des produits, c'est l'ensemble de la population qui dévie des sites d'enfouissement. Ça répond à l'appel des citoyens vers le politique pour réduire les matières résiduelles. Puis à la fin, on peut travailler dans la création de produits par d'autres avec les matières qui restent. Je ne sais pas si c'est clair, non? C'est pas mal clair, M. Saint-Arnaud. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, M. Saint-Arnaud. M. Sylvain Perron. Voilà, OK, bon, parfait. En fait, pour faire suite à ce que M. Saint-Arnaud dit, au Conseil du bâtiment durable, ce qu'on a vu, on a fait une analyse de cas, en fait, là, à l'hippodrome. On a fait une étude de cas sur la déconstruction des bâtiments. Excusez-moi, pourriez-vous allumer votre caméra, s'il vous plaît? Elle est allumée. Attends. Oui, c'est ça, ça a été allumé. Voilà, elle est allumée. Je peux le réessayer, si vous voulez. Voilà. Deuxième essai. Je suis présent. Ah non. Voilà. Ah, allez-y. Parfait. Bon, excellent. Conseil du bâtiment durable. C'est ça. On a fait une étude de cas avec à l'hippodrome de Montréal.
Parce que le réemploi dans le domaine de la construction, dans le secteur de la construction, ça appartient aussi au patrimoine avec la réutilisation de briques et tout ça, c'est super intéressant, mais c'est pas juste ça. Oui, le patrimoine, c'est important, mais tous les projets de déconstruction qui ont lieu, ça produit tellement moins de déchets. Dans le cas de l'hippodrome, par exemple, où est-ce que la Ville de Montréal, on a fait une étude de cas avec la Ville de Montréal, on avait réussi à réduire de 82 les matières résiduelles du chantier. C'est énorme. J'ai les chiffres ici, là. C'est quasiment 12 000 tonnes qui avaient été réduites là-dedans, ce qui équivaut à une réduction des gaz à effet de serre de 13 %. Donc, vous comprendrez que le réemploi, oui, ça appartient à Renaissance, puis je les salue, ils font un travail exceptionnel, mais dans le domaine de la construction, là, tout ce qui est le réemploi de la matière, tout ce qui est la déconstruction, c'est également présent et il faut que ça le soit aussi à plus grande échelle, là. Merci, M. Perron. Madame Jennifer Pina. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. 1, 2, 1, 2. Merci de m'offrir l'opportunité de prendre la parole pour se battre. Mais d'une part, allumez votre caméra, s'il vous plaît. Non, malheureusement, je ne peux pas le faire. Je suis en campagne et la bande passante ne me le permet pas. Donc, peut-être très bien. Alors, nous allons vous écouter. Merci. Donc, je voudrais revenir sur la marginalisation du secteur réemploi. Moi, quand je vois les tensions entre les OBNL partout au Québec qui portent des sous-sols d'église, des ressourceries, des recycle-centres, Renaissance, etc., avec, par exemple, des organisations comme le Village des valeurs, moi, je vois qu'il n'y a plus de marginalisation. Là. Il y a littéralement une course à qui va acquérir le gisement de ressources qui, lui, peut être littéralement exploité parce que ça représente de la valeur économique. Et comme les OBNL vous le rappelleront, sans doute de la valeur aussi sociale, puisque beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là sont des entreprises d'économie sociale qui vont faire du tri, du démantèlement, de la réparation pour permettre justement le réemploi de ces articles-là. Et concernant la marginalisation, comme tu l'as mentionné, Éric, là, je voudrais qu'on sorte de l'idée seulement du sous-sol d'église, puis du parent pauvre. Ça représente beaucoup d'argent. Et justement, j'aimerais savoir combien ça représente. Concernant cette stigmatisation-là aussi, je pense notamment à la campagne de publicité qu'a fait Estrie Aide, une énorme ressourcerie dans la région à Sherbrooke. Et eux, justement, ont joué là-dessus en disant, nous, là, ce qu'on met à disposition des citoyens à la vente, c'est pas seulement là, pour les démunis. Donc, ils ont fait une campagne de pub pour montrer qu'il y avait des articles de qualité, des antiquités, puis que tout le monde avait avantage à aller vers le réemploi parce qu'il y en avait là, des réelles alternatives aux produits neufs et que c'était intéressant. Un troisième point, très brièvement, au Québec, j'ai malheureusement pas de cartographie sur tous ces sous-sols d'églises-là, comptoirs familiaux, sœurs d'Isabelle, qui justement font des points de collecte dans tous les petits villages et villes du Québec. Matériothèque aussi pour les matériaux du patrimoine, des constructions. Je sais par contre que, par exemple, aux îles de la Madeleine, en région isolée et éloignée, ça représente ça une réelle solution à l'enfouissement qui, lui, coûte une petite fortune. De pouvoir plutôt diriger ces matériaux-là au réemploi plutôt que d'aller vers l'enfouissement. Si tout à l'heure, vous avez demandé des exemples, ben moi, je vous cite la Belgique avec le réseau qui s'appelle The Kring Winkel, et c'est littéralement un réseau national de boutiques d'économie circulaire qui est porté par l'État. Il y a des camions, il y a des bénévoles, il y a des travailleurs rémunérés, il y a de l'insertion sociale, tout ça. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher les matériaux aussi chez les gens. Les gens vont les déposer là. On s'assure de la qualité des matériaux et c'est l'État en partie qui s'assure du bon fonctionnement de ces réseaux-là de magasins d'économie circulaire. Puis un petit dernier point, on a beaucoup parlé des citoyens, des assiettes, des poupées et des jouets. Mais je rappelle que les entreprises, si on regarde les chiffres de Recycle Québec, les résidus des entreprises aussi se retrouvent dans les poubelles. Et là aussi, il y a matière à réemploi, il y a matière à recirculation. Puis je ne voudrais pas qu'on oublie cet énorme gisement-là dans la réflexion qu'on a aujourd'hui sur le résidu ultime. Voilà. Merci beaucoup, Madame Pina. Ça fait plaisir.
J'appelle maintenant Mme Élodie Morandini. Oui, je voulais juste ajouter un point, effectivement, pour parler de la filière du emploi. Au niveau de la filière du partage, je voulais aussi souligner que je ne pense pas que ce soit aussi marginalisé, peut-être qu'on ne connaît pas encore toutes les initiatives, mais il faut savoir qu'il y a quand même eu un groupe de travail sur l'économie collaborative en 2018 au Québec, donc aussi sur l'économie de partage finalement, parce qu'en fait, c'est une économie qui rencontre beaucoup de freins en termes notamment de législation. Ça bouleverse vraiment les habitudes. On a des grands exemples qui sont Uber et Airbnb, mais ça va bien au-delà. Et justement, on s'est quand même rendu compte que ces grands exemples-là posent des problèmes au niveau législatif. Donc, il y a toute une réflexion en fait à avoir quand on parle, par exemple, on voudrait donner, et là aussi, par exemple, on peut parler de l'exemplarité d'État parce qu'un bâtiment public qui va être un bâtiment, peut-être une école, l'été, si elle est fermée, elle pourra avoir un autre usage. Tout ça, c'est des services, certes, mais c'est des réflexions à avoir qui sont un peu plus complexes à mettre en place à cause notamment de la législation. Mais je pense que ça existe, c'est juste que c'est encore, ça met du temps à être mis en place. Très bien, merci. Alors, M. Perroux, si vous voulez mettre l'énoncé, je me rends compte à la relecture et surtout après cette discussion, cet échange, fort intéressant d'ailleurs, que les filières du réemploi et du partage, cet énoncé-là aurait pu être divisé en deux. Les filières du réemploi et du partage sont marginales, puis un autre énoncé qui dirait les filières du réemploi et du partage ne permettent pas d'avoir un effet significatif sur la consommation des biens, parce que là, on fait référence davantage au potentiel, alors que la première partie fait référence à un état de fait à l'heure actuelle. Mais enfin, l'énoncé étant ce qu'il est, on le laisse, puis on verra le positionnement des participants. Donc, M. Perrault, si vous pouvez le relire une dernière fois. Oui, il est à l'écran pour que les gens puissent voter. Alors, les filières du réemploi et du partage sont marginales et ne permettent pas d'avoir un effet significatif sur la consommation de biens. Quel est le résultat, M. Perrault? On a 12% de plus ou moins d'accord, 41% de plus ou moins en désaccord et 47% de totalement en désaccord. Mm-hmm. En fait, ça converge un peu, le résultat converge sensiblement en fonction, avec le genre de discussion, d'échange que nous avons eu. Très bien, merci. Alors, on présente le dernier énoncé, M. Perrault. Voilà, donc dans les secteurs agricoles, industriels et de la construction, rénovation et démolition, les entreprises sont déjà suffisamment organisées entre elles et il n'est pas nécessaire d'adopter des politiques qui favorisent des pratiques permettant la réduction à la source et le partage de ressources ou encore symbiose industrielle. Merci, M. Perrault. Alors, je vous laisse le temps de le relire tranquillement avant de vouloir prendre la parole. Monsieur Perron. Oui, donc dans le secteur de la construction plus spécifique, là, le marché étant ce qu'il est, je vois mal un entrepreneur décider de faire un plan de gestion de matières résiduelles pour son chantier alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Ça va coûter de l'argent, ça va coûter du temps, puis il va être moins rentable. Tant qu'il n'y aura pas le petit renforcement provenant de l'État, soit provenant de la municipalité, soit qui provient de la province, et le marché étant ce qu'il est, le temps, c'est de l'argent.
le temps de faire un plan de gestion de matières résiduelles, le temps de faire le suivi des matières et tout ça, ça coûte de l'argent. Et évidemment, les appels d'offres, bon, moins ça coûte cher, mieux c'est, puis tout ça. Tant qu'il n'y aura pas un petit serrage de vis, là, parce que le marché en tant que tel, il va se plier à la réglementation, il va se plier à la législation en place. Et puis toutes les techniques sont là. Ça reste que s'il faut payer, s'il faut faire un plan, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que j'ai la misère à faire en sorte que le marché, là, il a atteint sa limite. C'est bien beau la bonne volonté, mais il va falloir un petit serrage de vis quelque part. Justement, c'est la deuxième fois que vous utilisez le terme ou l'expression serrage de vis. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous entendez par serrage de vis? Est-ce que ce sont des mesures coercitives, des pénalités, des amendes, des règles plus strictes? La personne qui avait parlé tout de suite après moi à ma première intervention l'avait très bien dit dans une ville de Vancouver, je crois. Là, peut-être la personne pourra parler dans le chat. Là. Dans la ville de Vancouver, si tu n'as pas de plan, pas de permis. Pas de permis de construction, pas de permis de démolition, pas de permis de rénovation. Si tu n'as pas de plan de gestion de matière, si tu n'as pas un plan de gestion de matière résiduelle. Et c'est ça, là, je veux dire, les sites d'enfouissement, ils s'en viennent de plus en plus. Il y en a de plus en plus de stock dedans. Et le marché, ou en fait la bonne volonté là, des gens atteint une certaine limite. Et dès qu'on va obliger les gens à prendre la peine de trier les matières sur un chantier, dès qu'on va obliger les gens à avoir un plan, ça va les obliger à repenser leur manière de faire. Les métiers de la construction, là, c'est des métiers traditionnels. Les changements, ils prennent un certain temps. Et la formation en chantier a quand même ses limites. Là. Donc, tant qu'il n'y aura pas des balises qui vont venir modifier le marché, ça va toujours être du pareil au même. Et qui, selon vous, serait l'autorité responsable de l'approbation des plans de gestion des matières résiduelles? Je prends l'exemple d'une ville de permis de construction. C'est les villes qui sont responsables de ça. Là, je comprends qu'on est au BAP, c'est provincial. On comprend je comprends également qu'il y a des limites. Quand on regarde, par exemple, on parlait tantôt de l'exemplarité de l'État, la SQI, à l'heure actuelle, fait quand même un certain travail pour la gestion du parc immobilier du gouvernement, a un plan de développement durable et tout ça. Mais ce qu'on apprend, par exemple, dans la loi récente là, sur l'accélération des projets d'infrastructure, que les écoles primaires, par exemple, ne seront pas assujetties, ne sont pas sous la SQI, ce qui fait en sorte que on va être encore au plus bas soumissionnaire, ce qui fait en sorte que je doute que chacune des écoles qui seront construites auront un plan de gestion de matières résiduelles. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a 140 milliards qui vont être investis dans les 10 prochaines années. Et vous savez, la quantité de tonnes de matière, de CRD qui va sortir de là, c'est énorme. Et si on n'arrive pas à légiférer à la hauteur de la province, on va se retrouver avec des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes de CRD dans les sites d'enfouissement. J'essaie de vous montrer l'importance d'accélérer le processus. Vous dites que si on n'arrive pas à légiférer à l'échelle de la province, mais tout à l'heure, vous disiez que votre stratégie irait plutôt vers le développement de plans de gestion. Est-ce que ça serait les deux? Écoutez, permis de construction, ça se donne au niveau de la ville. Excusez-moi, mais je ne veux pas vous prendre en défaut. Je veux juste savoir c'est quoi le canal ou les canaux que vous priorisez. On parle de la SQI, ça c'est au niveau de la province, mais quand on parle des permis, les permis de construction sont émis à la place des villes. Je ne veux pas dire qu'il faut changer les permis de construction et donner ça à la province, ça n'a aucun sens en termes de gestion locale. Mais en ce moment, la place où est-ce le permis de construction est octroyé, c'est l'endroit, c'est aux municipalités. Est-ce que là, ça conduit à un problème? Oui, peut-être, là, mais je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends très bien. Oui. Je veux juste vous écouter, là. Ah oui. Je comprends très bien. Super. Mais en fait, c'est il y a mon point ici, le 140 milliards de dollars en infrastructure. Puis en ce moment, il n'y a pas de mécanisme qui vienne légiférer, en fait, la gestion de matières résiduelles en chantier. C'est tough, là. Monsieur Renaud.
Je vais poser la question pour l'industrie de la construction. Là, il y a d'autres secteurs dans l'énoncé. On parle des secteurs agricoles et industriels. Là, en tout cas, les prochains intervenants, peut-être, on pourra aller là. Dans le secteur de la construction, est-ce qu'il y a des pratiques actuellement pour partager des ressources? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est organisé d'une certaine façon? C'est-à-dire qu'il y a des canaux vers lesquels, par exemple, quand il y a un immeuble qui doit être démoli, on sait qu'il va y avoir tel type de produit, puis on a un autre entrepreneur qui fait un autre contrat un peu plus loin qui va avoir besoin de ça, ou bien on retire des agrégats, on a quelqu'un, on sait... dans l'organisation, on sait qu'il y a quelqu'un qui va avoir besoin d'agrégats. Est-ce qu'il y a une organisation qui permet justement de partager des ressources, là, genre ce qui ne me sert pas à moi pourrait te servir à toi? Là. Je comprends votre question. Il y a des centres de tri. Ça existe, des centres de tri. Et d'ailleurs, vous en parlez un peu partout dans les documents là, que vous nous avez transmis. Là. Les centres de tri servent justement à, quand une bine de chantier arrive, on peut soit trier en chantier, donc avec plusieurs bines, une bine pour le gyps, une bine pour le métal, et tout ça. Mais quand je parle de bine, je parle d'un conteneur. Là. Excusez-moi. Mais il existe également des centres de tri là, qui permettent là, de séparer les briques, le gypsoplaqué et tout ça. Là. Donc, ça existe des centres de tri. Mais je donne un exemple probant. Là. Moi, j'ai un centre de tri qui m'appelle et me dit là, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un conteneur, puis il a mis tous les déchets à la même place. Ça, c'est terrible pour le centre de tri, là, vous comprendrez. Là, ça veut dire que toutes les matières sont toutes pognées ensemble. Ça, c'est une vraie problématique de chantier. Là. Et là, vous comprendrez que oui, il y a des centres de tri, mais ils ont des capacités maximales à faire. Là. Si tout est mélangé, ça peut devenir complexe. Là. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends très bien. Est-ce qu'il y a aussi des mécanismes ou où on peut partager des ressources? Quand je parle de ressources, là, ça peut être la machinerie, ça peut être des achats regroupés, ça peut être... je sais que la mécanique d'appel d'offres dans l'industrie de la construction ne se prête pas beaucoup à ça, là, mais est-ce qu'il y a des moyens par lesquels ça pourrait se faire? Est-ce que le gouvernement pourrait adopter des politiques qui favoriseraient ça? Bien, ultimement, le centre de tri, si, mettons, la brique s'en va tout à la même place, il y a quelqu'un qui va acheter cette brique-là. Vous comprendrez? Si le gyps s'en va tout à la même place, il y a quelqu'un qui va acheter ce gyps-là. Sinon, il n'y aurait pas de centre de tri, ça ne servirait à rien. Donc, c'est le centre de tri qui est la clé. Qui est la clé, là, qui repartage le tout après. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Perron. M. Gilles Venn. Oui, mais en fait, je connais bien un peu le secteur, bref, tous ces secteurs-là, parce que ça fait comme 30 ans que moi, je fais du recyclage. Là. Je suis aussi membre sur le conseil exécutif du 3R MCDQ qui représente tous les centres de tri de démolition et de déconstruction du Québec. Donc, je peux vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Pour répondre à la question directement, la réponse, c'est la preuve qu'on n'est pas assez bien organisé, c'est qu'il y a encore des sites illégaux et ça crée plein de problèmes partout. Vous en avez entendu parler dernièrement. Fait que il faut avoir des réglementations ou des choses comme ça. Les centres de tri sont là pour trier. Puis il y a certains centres de tri qui vont faire du conditionnement, d'autres non. Ils vont juste trier la matière et l'envoyer à des conditionneurs. Fait que le réseau existe, le système est en place. Est-ce qu'il manque de législation? Oui. La preuve, on a encore comme je disais, là, des sites illégaux. On a encore aussi de la matière qui va s'en aller à moindre prix dans d'autres provinces pour élimination. Donc, on a toute cette problématique-là. Et il y a présentement des projets qui sont en place avec Recyc Québec, avec le 3MCDQ, des choses comme ça, pour exiger que tous les conteneurs, par exemple, de CRD, qui partent d'un chantier de construction, vont devoir passer par un centre de tri avant d'être soit éliminé ou quoi que ce soit d'autre. Et il va devoir avoir une traçabilité sur ça. Je reviens avec ça. Fait que vous voyez que c'est un ensemble d'actions qui va faire que la chaîne de valeur va fonctionner. Si on parle dans les secteurs agricoles, ben les matières, les rejets agricoles, les matières plastiques, il n'y a presque pas de débouchés.
Puis quand il y a des débouchés dans les régions qu'il y en a, c'est que les systèmes de cueillette ne sont pas toujours en place. Il y a plein de projets pilotes qui s'est fait avec Agri-Récup ou avec différents secteurs, comme nous, dans Laurentides jusqu'à Mont-Laurier, on a capté le film agricole, des choses comme ça. Mais c'est tous des projets pilotes. Il n'y a pas encore rien d'établi qui va être une norme ou que toutes les matières dans l'agriculture vont être recyclées. Si on voit, exemple, dans les érablières, il n'y a rien. Mais pourtant, la tubulure d'érable, c'est 3 types de parties de plastique qui pourraient être facilement recyclables si elle est séparée. Donc, il y a plein de filières, il y a plein de beaux projets qui sont en place, mais s'il n'y a pas de réglementation ou de minimum d'incitatif, on revient toujours à ça, ben tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec le moins cher ou avec le plus probable. Il est hors de question de penser qu'une compagnie qui transporte des matières résiduelles, qui part d'un chantier, s'il n'est pas obligé d'aller à un centre de tri puis qu'il y a un site d'enfouissement plus près, il va aller directement au site d'enfouissement parce qu'il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Parce que lui, c'est une question de rentabilité, c'est une question de transport, puis il veut en faire beaucoup dans sa journée. C'est correct, c'est comme ça que le système est bâti. Maintenant, si on veut que les matières soient valorisées, si on veut que la chaîne de valeur prenne son sens, ben il faut dicter un peu comment ça fonctionne. C'est comme sur nos autoroutes. S'il n'y a pas de réglementation, tout le monde va rouler comme il veut, où il veut. On n'a pas le choix. Et fait que moi, je le vois un peu comme ça. Fait que pour répondre à la question, non, on n'est pas assez organisé, ça prend des lois. Merci, M. Venn. Madame Jennifer Pina. Oui, rebonjour. Donc, comme Gilles, je crois pas non plus que ça soit suffisamment organisé. La question, vous demandez si elles sont organisées entre elles. Et je ne crois pas que les entreprises, notamment sur un territoire ou sur un parc industriel, fassent de la télépathie ou connaissent nécessairement quels sont les intrants, donc qu'est-ce qui est consommé en termes de matières premières, comme en termes de ressources par leurs voisins, ni ce qui sort, quels sont les extrants, les rebuts, les sous-produits des autres entreprises dans le voisinage, en périphérie. Donc, pour ce qui est de l'organisation de gérer leurs matières résiduelles, comme Gilles l'a mentionné, il y a des filières qui existent, des camions, des services, et ça va diriger vers des centres de tri, on l'espère, où les matériaux vont être mis en ballot pour éventuellement être valorisés lorsqu'il y a des débouchés. Et si je reviens sur est-ce que les entreprises s'organisent? Moi, j'ai envie de vous dire que si les entreprises ne s'organisent pas, il y a des initiatives où c'est le territoire qui propose d'organiser les entreprises et c'est notamment le cas dans les projets de symbiose industrielle et d'économie circulaire. Alors, dans ce cas-là, lorsque c'est le territoire qui propose d'organiser, de donner une structure et d'optimiser ces flux-là dans le métabolisme des entreprises, le territoire, bref, un porteur territorial qui décide de porter un projet de symbiose, lui, ce qu'il va décider de faire, c'est de faire le lien entre des générateurs de ressources et des preneurs. Et là, j'inclus là-dedans autant des actifs qui sont matériels qu'immatériels, les équipements sous-utilisés, les matériaux, mais aussi, à la limite, des ressources humaines. Bref, l'idée, c'est de créer ce lien-là entre des générateurs et des preneurs. Mais il faut avoir accès aux données pour créer ces mariages-là. Il faut que les entreprises livrent l'information. En ce moment, il n'y a pas d'obligation légale qui viendrait demander aux entreprises de donner ces chiffres-là sur, par exemple, des sous-produits ou les résidus qu'elles génèrent. Donc, cette animation-là territoriale, elle se fait sur la bonne foi des entreprises. C'est une animation territoriale qui, littéralement, arpente le territoire. Je parle là bien d'une ressource humaine qui va dans les entreprises, qui les convainc à partager de l'information pour littéralement faire du mariage pour créer des synergies de ressources entre des preneurs et des générateurs. Et cette ressource-là, souvent, elle est financée, non pas par les entreprises, mais par le territoire. Donc, des synergies qui vont permettre des gains dans les entreprises, mais aussi au bénéfice du territoire. Et c'est notamment le cas des quelques 25 projets de symbiose industrielle qui sont membres de la communauté Synergie Québec que moi j'anime en collaboration évidemment avec le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Bref, c'est ce que propose de faire Synergie Québec, mais il suffit d'avoir les yeux ouverts pour se rendre compte qu'en ce moment, des plateformes informatiques qui proposent de faire le lien entre des générateurs et des preneurs, dans tous les sujets confondus, ça pop-up. À toutes les semaines, j'en vois des nouvelles plateformes comme ça qui proposent justement, un peu comme un marketplace, de mettre en contact
des preneurs et des générateurs pour réduire les sources de gaspillage, et ça dans tous les secteurs d'activité, la construction, mais aussi les résidus alimentaires, les équipements, la machinerie. Sortez-en, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Merci, Madame. Monsieur Renaud? Madame Pignat, quand vous parlez d'un organisateur territorial, de quelqu'un dans le territoire, est-ce qu'on vous parlez de donner cette responsabilité-là aux municipalités ou au MRC, ou si vous pensez à une autre actuellement, comment ça fonctionne? Très bonne question. Alors, en ce moment, il n'y a pas présentement ce lead-là, ce leadership-là, il est assuré par n'importe quelle organisation qui a levé la main et qui a dit, moi, je vais proposer une organisation à mes entreprises pour optimiser les flux entre les intrants et les extrants et réduire le gaspillage, réduire les poubelles. En ce moment, les organismes qui portent ces projets-là de symbiose, très certainement, il y a des MRC qui sont des porteurs. Il y a aussi des centres locaux de développement. Il y a des conseils régionaux de l'environnement. Il y a des SADC aussi qui sont des porteurs de projets. Il y a des chambres de commerce qui l'ont été. Alors, vous voyez qu'il y a une diversité de porteurs qui ont levé la main puis qui ont dit, nous, on va proposer ce service-là aux entreprises de notre territoire. Je vous ai parlé de quelques types de porteurs, mais on va vraiment aussi vers des projets qui sont portés par des diversités de porteurs. Donc, c'est un groupe, SADC, CLD, ils se mettent ensemble, ils font un montage financier, ils financent une ressource humaine, voire même plusieurs, et c'est comme ça qu'ils arrivent à animer leur territoire, collecter des données, identifier des synergies et finalement assurer une certaine circularité des flux entre les entreprises. Et c'est facile de dire, oui, on va créer des synergies, tout est beau, tout est joli, mais nous, dans la communauté, on s'est donné aussi comme mission d'aller mesurer les gains de ces synergies-là pour pouvoir justement en faire la démonstration qu'on pouvait aller réduire des tonnes d'éviers de l'enfouissement, réduire des gaz à effet de serre et évidemment des économies en termes d'argent et même en termes de création d'emplois. Je ne sais pas si ça répond à votre question concernant le portage territorial. Il n'y a pas de pointillé de région administrative, il n'y a pas de limite. Il y a des échelles de parcs industriels, il y a des échelles de villes, il y a des échelles, par exemple, de plusieurs dizaines de MRC impliqués. Alors, c'est vraiment le porteur qui délimite son carré de sable dans le cas des projets de symbiose industrielle. Est-ce que je comprends que ça fonctionne bien? Vous me dites qu'il y en a plusieurs. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place des politiques ou des incitatifs qui vont favoriser ça, ou si ça fonctionne très bien actuellement, puis c'est appelé à se développer tout naturellement? Moi, j'espère bien que ça a besoin d'un soutien supplémentaire. Je travaille dans un centre de recherche appliquée. On fait de la recherche appliquée. Pour moi, Synergie Québec, c'est un laboratoire vivant d'expérimentation. Et les cobayes, ce sont les animateurs. C'est aussi, on a une chaire de recherche qui est liée à ça. On expérimente des outils, des méthodologies pour finalement réduire le gaspillage, optimiser les flux dans les entreprises. Ça reste quand même de la recherche appliquée. Alors oui, très certainement, on a besoin d'outils davantage. À chaque année, les animateurs de symbiose et leurs porteurs de projets doivent faire la course au projet de financement pour aller financer cette animation-là territoriale. C'est vraiment pas évident de trouver un programme de financement qui va financer je le dis entre guillemets, du réseautage structuré entre entreprises. Parce que ça reste ça aussi, le travail d'animation, c'est de faire du réseautage, mais de façon intelligente, de façon aussi à créer des complémentarités entre les flux des entreprises et faire, on va dire, du développement industriel complémentaire et résilient. Mais comme je vous dis, la course au financement pour financer la ressource, elle est réelle. Puis en termes de communauté de pratique, je veux dire, nous, on finance ça par des adhésions annuelles de chacun des membres de la communauté. Et d'ailleurs, je mentionne le programme de Recycle Québec qui s'appelle Appel à transition vers l'économie circulaire, qui est très certainement très innovant. Quand il a lancé ça en 2016, parce que c'était le premier programme qui venait financer de la ressource humaine pour faire cette animation-là territoriale. Donc, c'est la deuxième itération du programme. Mais à chaque fois, je le vois très bien, entre les phases de financement, pour chacun des territoires, c'est l'enjeu de ne pas perdre ses ressources humaines, de conserver la mobilisation des entreprises, puis de conserver surtout les données
des entreprises qui forment, si vous voulez, la base de données nécessaire au maillage entre les offres et les demandes de ressources. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, madame. Je vais prendre les 3 derniers intervenants. Donc, il s'agit de... Oups, il y en a une qui a disparu. OK. Donc, c'est les 2 derniers intervenants. C'est Marc J. Olivier, suivi de Benoît Poulain, et suivi à des revenus, suivi de madame Sarah Emmanuelle Dubois. Ce sont les 3 derniers intervenants. Alors, monsieur Olivier, à vous la parole. Oui, bonjour. Alors, votre énoncé commence par secteur agricole. Secteur agricole, est-ce qu'on aurait des problèmes dans le secteur agricole? Ben, en tout cas, je vais vous en parler d'un grand problème. Ça fait, ma foi, 15 ans qu'on tente de faire quelque chose avec les plastiques agricoles. Vous savez, ces grandes laisses de plastique qui servent pour enrober des balles de foin, ou bien donc carrément ça sert dans comme plastique de recouvrement pour les serres, ou carrément pour des recouvrements pour des cultures en rangée. Et on en a fait des projets pilotes pour tenter de récupérer des plastiques agricoles, tenter de faire quelque chose avec ce plastique mal aimé. Donc, un polyéthylène basse densité parfois. Parfois, on a des polyéthylènes haute densité. Et à chaque fois, on finit par se casser les dents, essayer d'organiser les trucs. Oui, on reçoit aussi des demandes du côté des groupes synergiques qui, dans les régions, nous disent « Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça? » Ben, moi, je vous dirais que présentement, il y a une désorganisation dans le secteur agricole, tout particulièrement dans le secteur des plastiques agricoles. On en est encore à faire des projets pilotes, on en est à essayer de faire des trucs. Et par rapport à l'énoncé que vous nous mettez là, il n'est pas nécessaire d'adopter des politiques qui favorisent des pratiques, mais non, c'est exactement l'inverse. Il serait nécessaire d'adopter des politiques qui vont favoriser des pratiques, qui vont nous permettre de sortir de projets pilotes qu'on tente désespérément de faire fonctionner un peu, puis qui puissent aller plus loin. On parlait il y a 2 instants des groupes synergiques. Les groupes synergiques sont là, mais encore faut-il qu'on soit capable d'avoir des filières, d'avoir quelque chose qui peut fonctionner avec les plastiques agricoles. Quand on aura des filières qui peuvent fonctionner, quand on aura des appuis qui vont dans ce sens-là, il y aura des gens, effectivement, qui vont voir les possibilités d'embarquer à l'intérieur de ces filières-là. Merci. Merci à vous. Je tiens quand même à préciser une chose importante que j'ai déjà dite 2 fois. Ces énoncés ne représentent en aucun cas la position de la Commission. Ce sont des énoncés que la Commission a décidé de formuler ainsi pour susciter un débat, pour susciter l'échange et la discussion. J'appelle maintenant M. Benoît Poulain. Oui, bon après-midi. Dans ma première intervention ce matin, on parlait justement que beaucoup d'industriels ont la bonne volonté, mais on ne passe pas toujours nécessairement à l'action. On a mentionné, bon, ils passent à l'action par volonté propre ou désir parce que le marché le demande ou l'exige, ou sinon parce qu'il y a des normes qui sont en place. Et puis là, je rejoins Mme Pinot, justement, qui parlait d'actions concertées, régionales ou sectorielles pour aider le tissu industriel à se mettre en marche puis de le faire. Je pense que ça prend un acteur de communauté pour aider les gens. Puis n'oublions pas non plus que le tissu industriel québécois est composé de beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas nécessairement de ressources dédiées. On parlait, par exemple, de gens pour le procurement, désolé du terme en anglais, là, de l'approvisionnement, qui n'ont pas de ressources nécessairement dédiées, qui n'ont pas nécessairement les réflexes de tout mettre les choses en pratique, d'avoir un acteur pour aider les petites entreprises, accompagné par justement des politiques et des règlements, mais soutenu par des pistes de solutions pour aider surtout les plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources pour se mettre en branle. Je pense que la plupart des entreprises, quand on leur présente les enjeux, les possibilités de qu'est-ce que tu pourrais faire avec tes déchets, par exemple, de ta production, voici des pistes intéressantes pour vous. Pour plusieurs, ils vont se mettre en action, mais d'exiger de tous les industriels d'assumer ou d'organiser, déjà c'est difficile d'embarquer dans l'innovation, mais c'est pas toujours évident de pouvoir avoir des ressources et la capacité de gérer ça par elles-mêmes. Il faut prendre ça aussi en considération, je crois. Merci, M. Poulain. Mme Sarah Emmanuelle Dubois. Oui, merci. Je vais commencer par revenir sur
l'intervention de M. Perron. Donc oui, ce matin, on a abordé la méthode qu'a mise en place la Ville de Vancouver là, pour favoriser le recyclage sur les chantiers. Il y a des façons toutes simples aussi qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place là, au niveau municipal. C'est-à-dire que comme c'est eux qui octroient les permis de construction, et ben, c'est très facile d'exiger à ce moment-là que les matières résiduelles en fin de construction transigent par un écocentre, puisque de toute façon, dans la majorité des cas, ces écocentres-là sont gérés par le municipal. Donc, c'est un premier point que je vais apporter. M. Venn mentionnait également qu'il y avait des démarches qui étaient, ou en fait des réflexions qui étaient avancées sur la possibilité d'obliger que les matières passent par les centres de tri de CRD. Je pense que c'est une excellente idée. Néanmoins, il va falloir aider ces centres de tri-là parce qu'il faut qu'ils aient les infrastructures performantes pour faire le tri de ces matières-là. M. Perron le mentionnait, souvent sur les chantiers, les matières sont disposées de manière pêle-mêle. Ben, il ne faut pas penser que des centres de tri qui trient au sol sont en mesure, avec des trieurs manuels qui trient au sol, sont en mesure de séparer adéquatement les matières dans le respect de toutes les consignes de santé et sécurité également. Donc, pour ce faire, ça prend également des fonds du soutien financier qui va permettre à ces centres de tri-là d'innover dans leur procédé et également d'atteindre une certaine performance. Je pense que je reviendrai également sur un point important, encore une fois, qui était apporté par M. Perron, quant à l'éducation qui serait requise sur les chantiers. Donc, c'est très difficile d'apporter des changements dans l'industrie de la construction. J'ai moi-même piloté certains projets LEED, donc d'accréditation LEED. C'est pas évident. Souvent, on a à changer des comportements qui sont très imprégnés à l'intérieur même des corps de métier. Mais il faut transiger vers ça. Puis je pense qu'il faut s'inspirer de la certification LEED pour amener l'industrie vers ce secteur-là. Je pense qu'autant au niveau de l'accréditation des matières, de la source des matières premières qui rentrent sur les chantiers, sur le respect de la sécurité, de la gestion des matières résiduelles, etc. Donc, il y aurait intérêt à s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la certification LEED. Finalement, pour répondre à votre question, moi, je reviendrai sur une petite portion, mais si vous voulez, je pourrais continuer. Donc, les entreprises, est-ce qu'elles sont suffisamment organisées? Mais je reprendrai le premier point que j'avais apporté ce matin lors de ma première intervention, c'est-à-dire que quand on regarde l'étude qui a été publiée par 80% des résidus qui s'en vont à l'enfouissement sont générés par les secteurs ICI et CRD. Je me permets de penser qu'ils ne sont pas tout à fait organisés adéquatement encore. Merci. Merci à vous, madame. Donc, M. Perroux, pourriez-vous afficher l'énoncé de nouveau? Ça s'en vient. Voilà. Donc, pour le numéro 9 et dernier, dans les secteurs agricoles, industriels et de la construction, rénovation et démolition, les entreprises sont déjà entre elles et il n'est pas nécessaire d'adopter des politiques qui favorisent des pratiques permettant la réduction à la source et le partage de ressources ou la symbiose industrielle. Vous pouvez voter. J'ai beaucoup de messages d'erreur et je ne comprends pas pourquoi, mais les votes rentrent. Bon, nous allons compléter les résultats. Compiler les résultats, s'il vous plaît. Oui. Donc, ça donne... Totalement d'accord 0, plus ou moins d'accord 6, plus ou moins en désaccord 11 et totalement désaccord 83.
quand même. Très bien. Merci, M. Perrault. Alors, ceci va clore notre troisième journée d'atelier. En fait, c'est notre première journée d'atelier avec des participants et non pas des conférenciers. J'avoue que j'ai été très impressionné par votre contribution, par votre connaissance du dossier. Je suis convaincu que mon collègue Pierre Renaud est également impressionné. Donc, merci infiniment. Merci à toute l'équipe technique et à toute l'équipe de la commission. Nous allons poursuivre nos travaux, nos ateliers demain matin à 9 h. Donc, ça sera de 9 h à 4 h. Si vous souhaitez être à l'écoute, bien sûr, vous pouvez y être sur le site web du BAP. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et merci encore.